Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. L'évasion de Redouane Faïd de la prison de Réau en Seine-et-Marne continue de provoquer beaucoup de commentaires, de susciter beaucoup de questions. Et parmi les personnalités politiques qui posent des questions, Guillaume Larrivé, qui est un député républicain ce matin, invité de France Info, attend de la garde des Sceaux qu'elle vienne précisément devant les parlementaires pour apporter des réponses à ce fait qui évidemment suscite encore une fois beaucoup d'émotions, l'évasion de Redouane Faïd. On écoute Guillaume Larrivé. Son évasion, cette seconde évasion de Faïd, c'est pas qu'un fait divers. C'est d'abord une insulte à la mémoire d'Aurélie Fouquet. Je demande donc solennellement à la ministre de la Justice, Madame Belloubet, de venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Il faut des explications, on a besoin d'explications, ou une évasion comme celle-là, hélas, ça fait partie de ce qui peut se passer dans une société? On a évidemment besoin d'une explication qui, jusqu'à présent, n'est pas venue. Donc il y a même une certaine urgence à ce que cette explication ait lieu. Il y a des dizaines de milliers de détenus dans les prisons françaises. S'il y en a un dont on savait qu'il chercherait de manière certaine à s'évader et qu'il pourrait s'en donner les moyens, c'était précisément Redouane Faïd. Donc il y a eu une défaillance, c'est évident. Il aurait dû avoir des conditions de détention particulières dans une spécifique pour lui, dans une prison de très haute sécurité, comme il en existe, par exemple à Condé-sur-Sarthe, et ça n'a pas été fait. Et de surcroît, on sait depuis maintenant quelques heures que l'administration centrale a été informée par les agents pénitentiaires du caractère peut-être imminent d'une évasion, et que rien n'a été fait, puisqu'on a l'administration au plus haut niveau du ministère qui répond simplement qu'un transfèrement aura lieu au mois de septembre. Le résultat, c'est quoi? Il s'est évadé au mois de juillet. Mais donc il y a des défaillances très lourdes. On savait d'ailleurs que... Défaillances très lourdes, vous Oui, voulez des ça? défaillances très lourdes, parce que finalement, Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, on avait bien vu que les questions régaliennes, de manière générale, c'était un peu son angle mort. Et on voit aujourd'hui que lorsque les ministres sont en première ligne sur ces questions régaliennes, le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Justice, ils se comportent comme des commentateurs d'actualité. On a le sentiment qu'ils ont une grande distance, alors qu'ils sont normalement en première ligne, qu'ils sont les premiers responsables. Et en l'occurrence, on voit que les mesures absolument indispensables qui auraient dû être prises ne l'ont pas été. En même temps, on peut noter que l'administration prend en compte le problème, parce que, évidemment, elle n'a pas connaissance des projets de Redouane Faïd, ça, évidemment. Et elle dit, oui, en septembre, il faudra opérer un transfèrement. Donc, il y a quand même une... Après, c'est un peu les aléas de la situation qu'il faut gérer pour le pouvoir, mais l'administration a conscience qu'il faut surveiller Redouane Faïd. Non, mais les agents pénitentiaires, le personnel pénitentiaire avait conscience de la gravité de la situation, a donné l'alerte très clairement. Ils n'ont pas été entendus, ou en tout cas, ils n'ont pas été entendus avec à la clé des conséquences rapides, c'est-à-dire des décisions rapides. Bon. On voit aussi que, d'une manière générale, les budgets sont trop faibles, que la police, la justice ne disposent pas des moyens nécessaires. On sait aussi que le renseignement pénitentiaire est aujourd'hui, depuis maintenant 2 ou 3 ans, essentiellement focalisé sur le risque terroriste, et que la criminalité classique, disons, est passée au second plan et moins une priorité. Et voilà, on en a là encore une conséquence. Mais c'est vrai d'une manière plus générale dans la société française aujourd'hui. Le risque terroriste et l'islamisme radical sont l'objet, et c'est légitime, de toutes les attentions, mais enfin, la délinquance, la criminalité ordinaire continue d'augmenter, et souvent sans que la police et la justice disposent des moyens humains, matériels, financiers pour les combattre. Oui, d'ailleurs, le Figaro publie à ce propos sur les policiers une enquête très intéressante aujourd'hui, issue d'un rapport parlementaire sur la faiblesse des moyens. Il faut faire face à beaucoup de menaces et il n'est pas facile de toutes les concilier. On verra donc ce que dira la garde des Sceaux, et notamment si elle répondra aux parlementaires qui souhaitent l'entendre. L'Europe, toujours très divisée sur la question des migrants. Christophe Castaner était l'invité de France Info hier, et il a réaffirmé la position française: nous n'accueillerons pas, si la situation se présentait ainsi, de bateaux transportant des migrants dans les ports français. On écoute Christophe Castaner. La France continuera à exiger l'application du droit international. Le droit international prévoit que les bateaux doivent accoster au plus près. Les bateaux qui portent des gens qui sont en risque doivent accoster au plus près. Et nous maintiendrons la pression au niveau de l'Europe, et ça a été dit lors du Conseil européen la semaine dernière.
convient, Nicolas Bay? Non, c'est une attitude assez irresponsable de Christophe Castaner, parce qu'il évoque le droit de la mer en disant donc c'est à l'Italie de les accueillir. C'est pas vrai. Si on applique strictement le droit de la mer, le bateau qui quitte les rives libyennes, eh bien, il devrait aller à Sfax ou à Tunis, pas à Naples ou à Malte, et encore moins en France, c'est vrai. Ça dépend où il est récupéré dans les eaux internationales. Non, mais vous savez, le port le plus près, c'est l'Italie. Oui, en l'occurrence, on sait que souvent les ONG récupèrent ces embarcations à proximité immédiate des côtes libyennes, non, souvent ça n'est pas vrai. Encore, souvent encore dans les eaux territoriales, et ce qui pose d'ailleurs un vrai problème, parce que ça établit la complicité entre certaines ONG et les mafias et les passeurs. Vous citez Lifeline, là, vous évoquez le cas de Lifeline, mais c'est pas le cas de... Non, mais il y en a eu beaucoup. C'est pas le cas de l'Aquarius qui avait récupéré visiblement les migrants plutôt à proximité plus près des côtes italiennes. Et vous savez d'ailleurs que la justice italienne, il y a quelques mois, avait engagé des procédures justement contre certaines ONG parce qu'il apparaissait qu'il y avait une espèce de coproduction dans l'organisation de la traversée de la Méditerranée entre les mafias et les ONG. Comment on règle l'aspect humanitaire de la question des migrants? Quand on récupère des migrants qui dérivent en Méditerranée, qu'est-ce qu'on fait? Non, il faut traiter le problème en amont. On les laisse mourir? Il faut arrêter d'avoir la Méditerranée qui a été transformée en un véritable cimetière à cause du laxisme migratoire. À force de dire venez, vous serez accueillis, à force de régulariser. Mais si, Angela Merkel, elle a dit ça. Mais bien sûr que si. Angela Merkel a fait venir 1 500 000 migrants. En 2015, qui venaient de Syrie. D'accord, mais enfin, la migration qui vient d'Afrique, ça a continué ensuite. Le résultat, c'est que beaucoup tentent la traversée de la Méditerranée, un certain nombre y meurent, et donc l'attitude... Quand on récupère des gens dans les eaux internationales, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les ramène. Débrouillez-vous. On les ramène sur leur port d'origine. Et en tout cas, on ne les fait pas venir en Europe parce que sinon, on crée un appel d'air permanent. Et à chaque fois qu'on fait venir, à chaque fois qu'on incite à venir, à chaque fois qu'on régularise, à chaque fois qu'on n'expulse pas, eh bien, on incite des centaines de milliers de personnes qui viennent pour des raisons économiques. On le sait bien. Ils viennent pas parce qu'ils fuient la guerre. Pour l'immense majorité d'entre eux, ils viennent parce qu'ils fuient des situations économiques difficiles. Donc, il faut traiter le problème en amont. Traiter le problème en amont de façon responsable, c'est protéger les frontières extérieure de l'Europe, d'une part, et d'autre part, organiser des corridors humanitaires à la périphérie des pays que ces personnes-là fuient, et que les demandes d'asile se fassent sur le continent africain, qu'elles soient traitées ensuite, mais avec fermeté, c'est-à-dire que le droit d'asile ne doit être accordé que sur des critères très stricts pour ceux qui sont personnellement persécutés dans leur pays, pour opinions notamment philosophiques, religieuses, politiques. Voilà, mais on ne peut pas comme ça continuer d'accueillir des millions de personnes. Et je termine là-dessus, le sommet européen de l'autre jour a été, à cet égard, très symptomatique. On avait Angela Merkel et Emmanuel Macron qui défendaient finalement la politique classique d'accueil des migrants et ensuite du traitement au cas par cas sur le continent européen. Et vous avez les autres pays qui ont gagné le bras de fer et qui disent maintenant c'est terminé, on ne veut plus des quotas obligatoires de migrants clandestins, on veut protéger les frontières extérieures de l'Europe, et même depuis hier, le ministre de l'Intérieur allemand a obtenu d'Angela Merkel qu'on rétablisse même des contrôles aux frontières nationales. Oui, enfin sous certaines conditions. Oui, sur la frontière austro-allemande. Absolument. Vous restez avec nous, Nicolas Bay, il est 8h41, l'essentiel de l'info. Tout de suite, Edwige Coupez. Nicole Belloubet, responsable de l'évasion de Redouane Faïd. Les mots très durs de Marine Le Pen ce matin contre la ministre de la Justice, qui selon elle n'a pas pris les mesures que l'administration pénitentiaire lui demandait, à savoir le transfert du braqueur. Le député Les Républicains Guillaume Larrivé demande lui sur France Info à Nicole Belloubet de venir s'expliquer devant les députés. Qui pour remplacer Pierre Gattaz au MEDEF? 2 candidats sont encore en lice. Le monsieur social de l'organisation, l'industriel Alexandre Sobo, face à Geoffroy Roux de Bézieux, incarnation du patron moderne investi dans l'économie numérique. Vote de l'Assemblée générale tout à l'heure à 10h et les résultats dans la foulée. Suite du déplacement d'Emmanuel Macron après la Mauritanie hier et les questions de terrorisme, le chef de l'État est au Nigeria. C'est une première pour un président français dans ce pays d'Afrique anglophone. Il doit rencontrer de jeunes entrepreneurs à Lagos et puis se rendre ce soir dans une salle de concert emblématique de la musique nigériane. La Belgique rejoint le Brésil en quart de finale du mondial. Après un match épique mené 2-0, les coéquipiers d'Eden Hazard ont réussi à revenir au score et à marquer le but de la victoire dans les dernières minutes dans les arrêts de jeu. Aujourd'hui, Angleterre-Colombie et Suisse-Suède. France Info. Nicolas Bay du Rassemblement national, député européen et l'invité de France Info ce matin. Encore un mot sur les migrants. L'Autriche a annoncé ce matin, c'est une des infos de la matinée, qu'elle était prête à protéger ses frontières. Ça prolonge ce que vous disiez juste avant les titres, notamment ses frontières sud avec la Slovénie
et l'Italie. Alors, protéger ses frontières, qu'est-ce que ça veut dire précisément? C'est la mort de Schengen, en réalité. Schengen, c'était la libre circulation à l'intérieur de l'Europe en contrepartie d'un hypothétique contrôle extérieur qui n'est jamais venu. Le résultat, c'est que les nations, aujourd'hui, reprennent la main. C'est plus la Commission européenne qui décide, qui impose des quotas de migrants et qui impose la libre circulation. C'est les nations qui disent, on va protéger les frontières extérieures, c'est ce qu'ont dit les Hongrois, les Polonais, les Italiens, les Autrichiens, et tant que les frontières extérieures ne sont pas contrôlées, et chaque fois que c'est nécessaire, on va établir des contrôles aux frontières nationales. On va juste corriger à peine ce que vous dites. Il existait bien sûr des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, mais très insuffisants. Vous voulez que je vous parle de l'efficacité de Frontex, qui est l'agence qui était chargée de contrôler les frontières extérieures? Non, Frontex c'est encore autre chose, mais les frontières extérieures de l'Europe étaient protégées, certains pays se plaignant d'être laissés seuls, par exemple, face aux flux migratoires. Mais vous savez, moi j'ai visité à Varsovie... Et Schengen ne concernait pas, pour en terminer, parce qu'après on mélange un peu tout, ne concernait pas que les questions migratoires. Schengen, à l'origine, c'est pour permettre aussi la libre circulation des Européens à l'intérieur de l'Europe et favoriser les échanges commerciaux dont nous avons beaucoup profité depuis 20 ans. Mais vous savez, Frontex, qui était chargé de l'organisation de la protection des frontières extérieures, en réalité n'a jamais eu les moyens, et il faut dire que la Commission européenne n'a jamais eu la volonté politique. Le résultat, c'est que quand il y avait un bateau qui était, jusqu'à il y a quelques mois, avant que Matteo Salvini tape du poing sur la table, il dise maintenant c'est terminé, il y avait un bateau qui quittait les eaux territoriales libyennes, aussitôt il était pris en charge, il était amené directement dans un port italien, et là, grâce à Schengen, c'est à la libre circulation à l'intérieur du continent européen, ces migrants clandestins pouvaient s'installer partout. Mais remettre en cause Schengen, Schengen ne concerne pas que les migrants, c'est ce que je voulais dire. C'est aussi quelque chose dont vous avez profité quand vous êtes déplacé en Europe, par exemple. D'accord, mais Schengen, c'est la libre circulation à l'intérieur du continent européen. Mais malheureusement, dans un contexte où il n'y a pas de réel contrôle aux frontières extérieures, ce dispositif n'est pas viable. Une cérémonie a eu lieu dimanche qui a ému beaucoup de Français. Je ne sais pas quel effet elle a eu sur vous, Nicolas Bay. Il s'agit de la panthéonisation de Simone Veil. On écoute à ce propos Emmanuel Macron. La France aime Simone Veil. Elle l'aime dans ses combats, toujours justes, toujours nécessaires, toujours animés par le souci des plus fragiles. La France l'aime plus encore, parce qu'elle a compris d'où lui venait cette force mise au service d'une humanité plus digne. Vous avez partagé cette émotion ? Écoutez, moi, je prends acte de la décision qui a été celle d'Emmanuel Macron d'inhumer Simone Veil c'est une vieille décision, ça. Au Panthéon. C'est pas une vieille décision, c'est d'ailleurs un peu exceptionnel parce qu'il y a une vingtaine, je crois, de Françaises et de Français qui sont inhumés au Panthéon. Pour beaucoup d'entre eux, cette décision a été prise très longtemps après leur décès. Ça n'est pas le cas pour Simone Veil. 77 personnalités. Voilà, même un peu plus, c'est ça. Voilà. Il y en a un grand nombre. Moi, je crois que c'est une femme politique qui a marqué, une femme d'État qui a marqué la vie politique, qui a marqué la société française, même d'une manière générale. Il peut y avoir entre elle et notre mouvement des différences, notamment je pense à la question européenne, puisque elle était favorable au fédéralisme européen de façon très assumée, elle était centriste. L'IVG, c'est un problème aussi? Parce que c'est Simone Veil, on y pense aussi pour ça. Oui, encore que quand on écoute attentivement ce qu'elle disait au moment de la loi de 75, elle souhaitait éviter par-dessus tout elle souhaitait que la possibilité de recourir à l'IVG existe, mais elle souhaitait éviter que ça devienne un acte banal ou banalisé ou anodin. Et ça ne l'est évidemment pas pour chaque femme qui subit cet acte. Incontestablement, ça me paraît évident. Ce n'est jamais un acte banal, c'est toujours une interruption volontaire de grossesse. C'est toujours un drame, et donc ce qu'il faut, c'est éviter par-dessus tout qu'il soit banalisé. On note quand même, je vais vous la faire écouter. Tiens, Marine Le Pen était là lundi. Regardez comment elle réagissait. Là, c'était avant la cérémonie. Pourquoi pas? C'est une grande femme politique française. Oui, pourquoi pas? Enfin, si vous voulez, je vous dis pourquoi pas? On sent que du côté du Rassemblement national, c'est pas l'enthousiasme autour de Simone Veil. Mais, encore une fois, elle était, il y a encore récemment, une actrice politique de ce pays. Nous avons eu des divergences politiques. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, souvent, lorsque des hommes ou des femmes ont été inhumés au Panthéon, on a attendu longtemps après leur décès, justement pour que
les divergences, les clivages, les polémiques s'éteignent en quelque sorte. Là, le choix a été fait de l'éliminer très rapidement. Bon, forcément, il peut y avoir des appréciations sur les positions politiques qu'elle défendait, c'est légitime. Vous subissez la pression d'un certain politiquement correct, vous ne pouvez pas dire vraiment le fond de votre pensée. Si, moi je m'exprime très librement là-dessus, mais moi je fais simplement le constat qu'elle était une responsable politique, qu'elle avait pris elle avait des engagements, elle avait des choix politiques que pour un certain nombre d'entre eux je ne partageais pas du tout et que notre mouvement ne partageait pas. Bon. Donc vous parliez de l'Europe, Christophe Castaner qui était notre invité hier parlait aussi de l'Europe, candidat à la tête de liste, Christophe Castaner qui dirige La République En Marche, pourquoi pas, on l'écoute. Je peux éventuellement être candidat, mais qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est le projet politique que nous allons construire. Alors, ce qui compte, c'est le projet politique. Évidemment, ça compte toujours le projet politique, mais si un chef de parti devient tête de liste en France, ça va être dur pour les autres chefs de parti d'éviter d'y aller eux aussi ou pas ? Bon, je ne crois pas. Je crois que chaque chef de parti, de toute façon, sera au cœur de la campagne. Marine Le Pen a eu l'occasion de dire évidemment qu'elle serait au cœur de la campagne. Oui, mais tête de liste ou pas ? Oui, mais est-ce qu'à un an de l'élection, il faut décider de la tête de liste ? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on a encore un peu de temps. Il faut travailler sur le projet parce que Emmanuel Macron, que ce soit avec Christophe Castaner ou un autre, défendra le fédéralisme à marche forcée, défendra la dilution des nations, défendra sa position qui vise à accepter la submersion migratoire, à supprimer les protections économiques, à accepter le libre-échange. C'est d'ailleurs la position à laquelle s'est rallié les Républicains et les députés des Républicains pendant toute la mandature qui vient de s'écouler. Et puis en face, il faut que nous soyons capables de porter le projet alternatif d'une Europe des nations, des protections, des coopérations et de rassembler. Vous avez envie de sur porter cette ce ligne-là d'être tête de liste du Rassemblement national ? J'y participerai, moi j'ai pas envie d'exprimer... Vous avez envie d'être tête de liste ? Non, mais vous me posez la question, Jean-Michel Apathy, à chaque fois que vous m'invitez, je vous en remercie. Mais je crois que c'est un peu tôt, encore une fois, que moi je suis... dans ma fonction de coprésident de notre groupe au Parlement européen, je travaille sur ce projet, sur le rassemblement à la fois au niveau national, mais aussi avec nos alliés européens. Et on voit aujourd'hui que la position que nous défendons d'une Europe des nations, elle reçoit un assentiment très large. Un peu partout en Europe, il y a des forces qui sont incontournables, voire même qui sont au gouvernement dans leur pays, qui défendent cette ligne-là. Donc voilà, c'est une bataille légitime. Que nous allons mener de façon enthousiasmante pour porter un projet alter-européen très différent d'une Union européenne dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est en échec. C'est légitime de vous poser la question parce que Marine Le Pen a dit « moi, j'irai pas ». C'est oui, ça, en fait, qui fait aussi que... Non, mais je ne conteste pas la légitimité de la question. Et vous êtes je dis simplement qu'il est un peu tôt pour y répondre. Et puis, pour être tout à fait clair, vous seriez le candidat naturel pour mener ce combat au Front National, puisque vous êtes député européen et puis vice-président du groupe. Oui, mais on voit bien que ça n'est pas aussi simple que ça et que le Front National a des difficultés à désigner. Non, mais c'est normal qu'il y ait un débat sur ces questions-là. Il est légitime. Et je pense que l'essentiel en politique, pour ne pas décevoir les Français, c'est d'être d'abord sur le fond, d'abord sur le projet. Viendra ensuite la question des candidatures. Vous restez avec nous, Nicolas Bay. Il est 8h50. L'essentiel de l'info, tout de suite, Edwige Coupez. Un nouveau patron au MEDEF. Les 556 délégués de l'Assemblée générale votent tout à l'heure à partir de 10h. Les résultats seront annoncés dans la foulée. Sur les 9 candidats au départ, 2 sont encore en lice pour succéder à Pierre Gattaz, Geoffroy Roux de Bézieux et Alexandre Sobo. Nouvelle audition de Nordal-Lelandais ce matin à Grenoble. Les juges veulent de nouveau l'entendre sur les conditions de la mort de Maëlys et l'avocat des parents de la fillette va participer à cet interrogatoire. Nordal-Lelandais va aussi devoir s'expliquer sur une autre affaire, des accusations d'agression sexuelle sur sa petite cousine. Une nouvelle réunion ce soir entre les 3 partis au pouvoir en Allemagne. Les sociodémocrates du SPD doivent se prononcer sur cet accord conclu entre la CDU d'Angela Merkel et la CSU de son ministre de l'Intérieur, un compromis sur la question des demandeurs d'asile. La chancelière renonce donc à sa politique migratoire généreuse pour sauver son gouvernement. L'opération de sauvetage pourrait durer des semaines en Thaïlande. 12 enfants et leur entraîneur de foot ont été retrouvés sains et saufs après 9 jours dans une grotte inondée. Mais ils vont devoir apprendre à plonger pour pouvoir en ressortir. 4 mois de vivres et des médicaments vont leur être acheminés. France Info. Nicolas Bay du Rassemblement national. D'ailleurs, on se demandait avec Jean-Michel Apathy, ça a changé quoi le nom, le nouveau nom Moi, je crois on que dit plus Front National, mais on le dit encore un peu parce qu'on a du mal à s'habituer. Mais vous allez vous habituer, oui, ça, vous inquiétez pas. Oui, si on nous explique longtemps, vous savez, je crois que c'est une dénomination qui est sans doute plus conforme à ce que nous sommes devenus et à notre ambition, alors que Front National, c'était d'abord une force
d'opposition, ce que nous avons longtemps été, ce que nous sommes d'ailleurs encore. Mais quand on a 11 millions de voix, quand on rassemble 11 millions de Français à l'élection présidentielle, 10,6 millions, merci de la précision, et qu'on aspire demain à être aujourd'hui d'abord la force centrale et peut-être la seule véritable force d'opposition à Emmanuel Macron pour être demain un pôle majoritaire, bon, moi je pense que le rassemblement, c'est ce qui traduit le mieux ce que nous sommes devenus. Mais vous avez du mal à rassembler. Parce que personne ne vous a rejoint. Parce que vous réfléchissez en termes politiciens. Vous voyez uniquement en termes de parti ou de personnalité. Ce qui compte en politique, c'est de rassembler les Français. Vous aussi, vous voyez en termes de personnalité. Il y a tous les jours des échos, vous essayez de débaucher un tel. Mais c'est pas débaucher, c'est discuter avec des gens aussi, vous êtes comme nous, dont on voit qui partagent l'essentiel de nos positions. Et donc il y a un certain nombre de personnalités, y compris, c'est vrai, dans l'orbite des Républicains aujourd'hui, qui n'ont plus rien à y faire. Et quand on voit d'ailleurs que c'est Jean Leonetti, qui est le nouveau vice-président des Républicains, qui a l'air d'être pressenti comme future tête de liste, qui défend une ligne européiste, centriste, c'est un ancien jupéiste, eh bien... Qu'est-ce qu'il y a où est le problème? Non, mais c'est pas un problème pour moi. Je fais simplement le constat qu'il y a beaucoup d'électeurs des Républicains, et peut-être même des responsables ou des élus, qui ne s'y retrouveront pas, qui, eux, veulent défendre la nation. Eh bien, nous leur tendons la main. Voilà, c'est ça le rassemblement. C'est pas des histoires de boutiques, c'est pas des combinaisons d'appareils. Ça, les Français en ont soupé. Ce qui est nécessaire, en revanche, c'est de rassembler tous ceux qui veulent pas voir la France disparaître, ni submergée par l'immigration, ni affaiblie par la concurrence déloyale économique. On a noté ce week-end une photo inédite. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue. Jean-Marie Le Pen, entouré de ses 3 filles. Il a fêté ses 90 ans au château de Montretout samedi soir. Et avant cette fête, les 3 filles, il était brouillé avec l'une d'elles depuis 20 ans, Marie-Caroline, et ne parlait plus à Marine Le Pen depuis des années. On a vu cette photo. Quel commentaire cela vous suggère ça n'appelle pas beaucoup de commentaires parce que c'est un événement privé. On a convoqué Paris Match quand même pour l'événement privé. C'est pas la première fois que Paris Match publie une photo de famille. Il est convoqué, là ils sont convoqués. Le photographe, on lui a dit tiens, si vous voulez venir. Non, mais c'est un événement privé. Non, c'est un événement public, sinon on n'en parlerait pas. La réconciliation en question a un caractère privé. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a pas un caractère politique. Il y a des différences politiques qui se sont exprimées, parfois vivement, ces dernières années. Elles demeurent, elles sont réelles. En revanche, moi, je me réjouis de voir que les relations personnelles, familiales, privées entre Jean-Marie Le Pen et ses filles sont désormais apaisées. Voilà. Si Marine Le Pen a souhaité convoquer... parce qu'elle n'était pas obligée de poser un photographe de Paris Match, c'est que dans son esprit, il doit y avoir une autre dimension qu'une dimension privée. À ma connaissance, pour elle, c'était important et ça avait un caractère privé. Oui, vous changez de nom, mais enfin, ça reste une histoire de famille. Non, mais c'est l'histoire de notre mouvement, bien sûr, mais ce n'est pas une histoire de famille. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers d'élus municipaux, départementaux, régionaux, des parlementaires, des maires. C'est un grand mouvement qui rassemble des millions de Français. Donc, le réduire simplement au fait que Jean-Marie Le Pen en a été le fondateur ou que Marine Le Pen en est aujourd'hui la présidente, c'est, je pense, une erreur d'analyse. Voilà, ce sont évidemment des personnalités qui ont marqué, ou qui marquent aujourd'hui notre mouvement, mais une grande force politique qui rassemble 34% des Français au second tour de la présidentielle. Ça serait bien qu'un jour, quelqu'un qui ne s'appelle pas Le Pen soit à la tête de ce mouvement. Écoutez, on verra bien de quoi l'avenir sera fait. Mais aujourd'hui, ce que je vois, c'est que Marine Le Pen est la plus à même de mener le mouvement, de le diriger, de rassembler. Et je crois qu'il y a une attente très grande. Les Français aujourd'hui sont en train de se rendre compte que la politique d'Emmanuel Macron, ça n'est pas la rupture avec l'ancien monde, c'est la caricature de l'ancien monde, c'est la synthèse même de l'ancien monde et de tous ses défauts. Vous étiez à la fête de Montretout samedi soir? Non, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas. Bon. On va vous faire écouter, parce que c'est une déclaration de la matinée qui risque de faire pas mal de bruit. Jacqueline Gourault, qui est ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, était l'invitée de France Inter ce matin. Elle a évoqué la situation politique en Corse et elle a qualifié, vous allez l'entendre, les prisonniers corses qui sont dans les prisons françaises de prisonniers politiques, ce qui est contraire à toute la doctrine du gouvernement jusqu'à maintenant. On écoute Jacqueline Gourault. Il y a eu récemment des prisonniers politiques qui ont été rapprochés en Corse. Voilà, et elle dit, on a rapproché des prisonniers politiques de leur famille corse. Elle en cite 3. Donc les prisonniers politiques en Corse. Je crois que c'est une grave faute politique de la part de la ministre. Parce qu'elle fissure finalement l'unité nationale en disant cela. Elle donne raison, elle amenuise la responsabilité de personnes qui sont en prison parce qu'ils ont commis des délits ou des crimes.
Voilà. Et finalement, elle fait une distinction entre ce qui se passerait en Corse et ce qui se passerait ailleurs sur le territoire national. C'est très inquiétant. Autant on peut reconnaître le caractère spécifique de la Corse parce que c'est son insularité, avec une culture forte qui doit être préservée, mais qui fait partie intégrante de la culture nationale, de la communauté nationale. Et voilà, tous ceux qui veulent... Mais il n'y a pas de prisonniers politiques. Non, il n'y a pas de prisonniers politiques, non. Il y a des personnes, des Françaises et des Français, et parmi eux des Corses qui commettent des délits ou des crimes et qui sont mis en prison pour cette raison-là. Et donc Jacqueline Gouraud, sans doute, en ayant employé cette expression, ça tirera pas mal de commentaires. Merci beaucoup Nicolas Bay, très bonne journée.